Et si l'IA pouvait comprendre toutes les langues du monde, même les nôtres? Aujourd'hui, la plupart des modèles parlent les langues à fortes ressources, comme l'anglais, le français ou le chinois, mais très peu comprennent le Wolof, le Pula ou le Diola. Le problème, c'est que ces langues sont très souvent absentes des données sur lesquelles l'IA apprend. Et sans données, pas d'intelligence. C'est là où intervient One9, une startup qui construit la chaîne d'approvisionnement de la donnée linguistique pour l'IA. Elle structure, collecte et annote des jeux de données dans les langues à faibles ressources pour que les IA de demain puissent elles aussi nous comprendre. Et ce travail devient une ressource précieuse pour les géants comme Google ou OpenAI qui ont besoin de ces données pour entraîner des modèles encore plus inclusifs et plus performants. Dans cet épisode, on reçoit Doudouba, le CEO de One9, pour découvrir comment rendre l'IA réellement universelle et inclusive des langues à faibles ressources. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Steak. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai perdu l'habitude de faire des intros, ça fait très longtemps. Moustapha n'est pas là aujourd'hui, mais je vais reprendre ses phrases. Donc, comme il a l'habitude de le dire, on reçoit un invité de marque. Aujourd'hui, on a Doudouba, qui est, dis-moi, Operations Research Scientist, c'est ça, Exactly. chez C'est Musk. ça. Yeah. Donc, tu as un parcours fascinant. Je vais te laisser te présenter. Tu te définis comment, Doudou? Merci beaucoup Bamba et Mustapha. Merci à l'équipe Tech pour l'invitation. Donc voilà, je m'appelle Doudou, Doudouba. Donc je suis un Sénégalais et puis ingénieur en sciences des données, data science. Et aujourd'hui, je travaille pour AP Moller Maersk en tant qu'Operation Research Scientist. Donc, à côté, j'ai fait de la recherche sur l'IA et les modélisations environnementales. Et je suis aussi entrepreneur. Je suis le fondateur et le CEO de One9. Ok, cool. Et tu as, comme je le disais tout à l'heure, tu as un parcours assez fascinant. Tu es passé de l'école classique, donc Ouais, college, c'est ça. tu es allé vers la recherche universitaire. Oui, Et aujourd'hui entrepreneur. Donc, comment tu as exactement. fait pour relier ces mondes qui sont complètement différents? Hmm, intéressant. Enfin, tu sais, moi, la vie, enfin, j'ai toujours été intéressé par plusieurs choses. Donc, je pense que pour faire tout ce que je veux faire dans la vie, je pense qu'il me faut plusieurs vies, quoi. En Ah fait, ouais. bon, j'ai voulu être pilote quand j'étais gosse, Ah, pilote pareil. d'avion, c'était un rêve. À un moment donné, je voulais même être Zidane. Ah ouais, football. Mais voilà, donc côté études, j'ai toujours été passionné par la science, mais aussi par la littérature. Donc, j'étais le genre d'élève qui pouvait te sortir un 15 partout, ou bien un 12 partout. Je n'étais pas excellent dans une Ah, matière, ok. mais j'étais bon partout. Ok. Je pouvais te sortir un dictée 20 ou Ah. quelque chose. Donc, j'étais vraiment bon dans toutes les matières. Mhm. Pas nul, Mhm. pas excellent, Au mais milieu. vraiment, vraiment bon partout. À un moment donné, je pensais que j'allais faire des études de droit ou la philosophie. Mais bon, je pense que je suis un scientifique aussi, à la fois. Donc, j'ai toujours été intéressé par la recherche, par la science, par notamment l'informatique Ouais. et la programmation. Donc, j'ai touché très tôt à l'ordinateur. Donc, au temps des cybercafés, Ouais. on passait là-bas notre temps, donc toute la journée, on découvrait le monde, on essayait d'avoir des correspondants, de parler avec des gens d'autre D'autres part. pays. Voilà. Et voilà, donc l'informatique, ça m'a toujours intéressé. Euh, donc c'est comme ça. Et puis on a suivi des gens comme Steve Jobs et autres Wow. donc, qui ont fait de grandes choses. Et on s'est inspiré d'eux. J'avais un ami avec qui on faisait aussi des trucs de club du net quand on était plus gosse. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à. Ok. Je suis voilà, par l'informatique ou la science. Mhm. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac scientifique au lycée Limamoulaye. Donc, après le bac, je suis allé étudier l'ingénierie. Donc, Ok. je n'ai pas vraiment bifurqué côté informatique, même si j'étais bon. Je craquais le Wi-Fi de chez nous, des trucs de Aircrack, Backtrack 5, des trucs sur YouTube, quoi, craquer des trucs. Après, je suis allé à l'université de Thiès, ici, où j'ai appris l'hydraulique. Donc, c'était vraiment l'ingénierie, quoi. Donc, je sais pas, les lois de Bernoulli ou, Ok. je sais pas, l'hydraulique en charge, ces trucs-là, la Ok. pression hydrostatique. Donc, après, bon, ça, c'est vraiment les bases, quoi. Après, j'ai fait un peu la géomatique aussi. J'ai étudié GIS, les systèmes. Ensuite, j'ai fait la data science, c'est-à-dire modélisation, quoi. Donc, modéliser des phénomènes environnementaux. Donc, ça m'a intéressé parce que quand j'étais gosse, j'avais vu à la télé, il y avait quelqu'un, en fait, c'était un géologue, et puis il disait, lui, qu'il pouvait, en fait, prédire les catastrophes naturelles. Je me disais, waouh, comment on peut savoir ce qui se passe demain, en fait?
Donc, même à la télé, la météo, quand ils disaient, ouais, demain, il va pleuvoir, tu te dis, mais Yalla mooy taw, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, c'est Dieu qui décide. Mais Yalla doit mettre à disposition, Dieu a mis en disposition à l'être humain des moyens, des outils, en fait, pour s'inspirer des données historiques pour pouvoir prédire le futur. Donc, ça m'a toujours intéressé de prédire le futur. Donc, j'ai utilisé un tout petit peu mes compétences en informatique, en programmation, alliées à l'IA, au machine learning, pour faire des modèles de prédiction. Donc, après le master, je suis allé direct faire un doctorat. Donc, j'ai enchaîné et spécialisé en IA. Okay. Donc, la recherche, la recherche, ça vous permet en fait de découvrir le monde, les problèmes du monde et comment, et proposer des solutions, faire avancer la science ou bien faire avancer l'humanité. Après, voilà, l'entrepreneuriat, c'est, comment dire, je m'identifie en fait, bon, je ne veux pas dire que je m'identifie à Elon Musk ou bien, mais je veux vraiment être le prochain Elon Musk d'Afrique, quoi, en fait. C'est ça l'ambition, c'est ça le rêve. On veut faire de grandes choses. La vie est courte, mais on veut faire un impact, laisser un grand impact dans ce monde. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fondé One9, en fait, une start-up en fait, qui fait la labellisation de données, en fait, qui fournit des données à l'IA, l'intelligence artificielle. Super intéressant. Bah, on te souhaite plein de succès dans Merci. Ce que tu veux dire, le prochain Elon Musk de l'Afrique. On te souhaite plein de succès dans ça. Merci. Alors, on va faire un petit focus sur ton job actuel chez Musk. Donc, tu dis Operations Research Scientist. Exactement. Donc, vous travaillez sur ce que vous appelez l'optimisation à grande échelle. Absolument. Donc, en quoi ça consiste concrètement? C'est quoi un exemple de type de projet sur lequel vous travaillez là-bas? Exactement. Donc, chez Maersk, en fait, j'ai rejoint Maersk il y a 5 ans. J'ai commencé en tant qu'automation spécialiste. Donc, j'automatisais tout ce qui bougeait, en fait, chez Maersk. Donc, j'essayais de leur faire gagner du temps, de l'argent et sauvegarder l'effort, en fait. Là où les gens perdaient du temps à faire des tâches répétitives, moi, je viens avec une solution automatisée, en fait, qui, je ne dirais pas remplace, mais quand même, d'une certaine manière, assiste l'individu pour que la personne focus sur d'autres tâches. Donc, que ce soit dans la gestion des données, en fait, les data flows, tout ça, ETL, tu prends les données d'ici et de là, et tu crées en fait des dashboards ou bien des modèles qui vont servir à la prise de décision, etc. Ou du machine learning, en fait, pour pouvoir faire des prédictions, des prévisions. Donc aujourd'hui, j'occupe le rôle de Operations Research Scientist, qui est un rôle où j'optimise en fait le LNS business de Maersk. Donc optimiser, c'est par exemple permettre, si vous avez un conteneur par exemple, vous dire comment on peut placer les cartons par exemple, on peut les disposer dans un conteneur de manière optimale, de sorte à sauver de l'espace. Donc ça, par exemple, ou bien optimiser les routes. Si vous avez, par exemple, un camion qui se déplace, qui doit faire 50 maisons dans une localité, quel est le chemin que le camion il doit suivre pour pouvoir économiser le carburant, pour ne pas faire le tour deux fois. Par exemple, si vous devez livrer à maison A, ensuite B et C, au lieu d'aller à C et de venir livrer B et A. Donc, vous pourriez faire autre chose, en fait. Aller lier A et B, puisque c'est côte à côte, au lieu d'aller à C et revenir à B. Donc, ce genre de choses, quoi. Donc, optimiser les routes, optimiser, par exemple, la gestion de carbone, par exemple, avec les navires. Les navires qui sont dans les océans, ils rejettent le carbone. Comment on peut faire, en fait, pour réduire, en fait, cet effet, ces émissions-là? Et tout ça à travers l'optimisation mathématique, les modèles mathématiques et l'intelligence artificielle. Et c'est quoi comme outils vous utilisez? Donc, c'est quoi comme algorithme pour, par exemple, dire c'est quoi le chemin le plus court? C'est quoi les outils de ton quotidien? Bon, il y a pas mal d'outils. Moi, j'adore, par exemple, le machine learning. C'est data-driven, quoi. Donc, tu donnes des données au modèle et puis le modèle, il dit c'est ça ce qui est mieux, d'accord? Ou des modèles de deep learning. Donc, j'utilise tous les algos, en fait, de machine ou deep learning, selon le problème qu'on a. Vous savez,
en général, on a un problème avec des time series, quoi. Donc, c'est prédiction. Donc, selon ça, vous pouvez commencer par un problème de régression linéaire. Régression linéaire qui peut résoudre votre problème. Ou bien, vous allez en logistics, ou bien vous allez utiliser XGBoost, ou bien, je sais pas, Random Forest, etc. Selon la complexité et selon le volume des données. Donc, tous ces modèles-là marchent, surtout sur les time series. Jusqu'à ce que vous arriviez au deep learning, par exemple, le LSTM, et aujourd'hui le XLSTM, qui est très, 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 très performant quand il s'agit de time series. Il y a l'équipe de, comment il s'appelle, NXAI, l'équipe de professeur Sepp Hochreiter, celui qui a inventé le LSTM, qui travaille sur un modèle aussi qui s'appelle T-Rex. Donc, c'est des modèles performants qui, côté time series, ils battent aujourd'hui tous les autres modèles. Même les transformers, les transformers qui marchent quand même aujourd'hui, il y a, ou les LLM, c'est vraiment les transformers, mais quand même, côté time series, ils ont fait un travail énorme. Donc, j'utilise tous ces types de modèles et d'algorithmes selon le besoin, en fait. Donc, selon l'approche. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de gens se disent, au lieu de... sur le choix du modèle, les gens ne regardent pas les données, mais ils regardent les modèles. Et ça devait faire le contraire, en fait. Normalement, c'est les données qui doivent dicter quel modèle choisir. Si vous avez une petite quantité de données et vous voulez utiliser, par exemple, des XGBoost, vous allez overfitter. Ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, il y a des problèmes où l'algorithme qui peut résoudre ça, c'est le plus simple. Par exemple, le linear regression. Donc, selon ça, selon le type de données que vous avez, si vous avez du binaire, quoi, vous êtes dans un logistique, etc., supervised learning, etc., unsupervised, autre chose. Ou bien si vous voulez détecter, par exemple, des fraudes, ou bien des conteneurs qui sont défectueux, là, on va sur du computer vision. D'accord? Par exemple, des conteneurs défectueux, on veut détecter pour pouvoir les réparer, ou bien prédire quand est-ce que le conteneur sera défectueux. Ça, on a une histoire avec des images, quoi. Donc, c'est des cas de figure, mais aussi on peut utiliser des modèles qui ne sont pas vraiment du machine learning, comme des problèmes de linear problem, ou bien multi-linear problem, donc ce genre de choses, en utilisant des solutions comme Gurobi qui permettent de résoudre des problèmes, en fait, comme le CAPSAC ou ces choses-là, quoi. Knapsack. Et est-ce que tu penses que ce serait possible, l'optimisation, sans IA? Oui, l'optimisation sans IA a existé, oui. Mais aujourd'hui, en fait, l'IA devient incontournable. Et c'est vrai qu'en fait, les solutions d'IA sont très pertinentes, mais en réalité, c'est des black box. C'est-à-dire, ils peuvent donner de bonnes solutions sans vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous ne savez pas pourquoi, en fait, ils donnent ces solutions-là. Et cela, c'est dans tous les domaines. Par exemple, dans ma recherche, dans mon doctorat, je travaille sur des modèles de prédiction de quand est-ce qu'il va pleuvoir, par exemple, ou bien du fleuve. Donc, ces modèles-là, en fait, vous savez, ça a toujours existé, en fait, des types de modèles. Modèles conceptuels ou bien physically based, etc. Donc, ces modèles conceptuels-là, c'est vraiment des relations mathématiques. C'est des équations mathématiques pures. Il n'y a pas c'est pas data-driven. Donc, par exemple, ne serait-ce que écrire une équation mathématique qui décrit un phénomène, ça, c'est un modèle. Ne serait-ce que faire une observation de comment la pluie tombe, ou bien le fleuve, les vagues. Vous observez les vagues, vous trouvez des patterns et vous essayez de trouver d'abord, c'est-à-dire vous observez un phénomène et vous essayez de dire quels sont les paramètres qui influent sur ce phénomène-là. Ensuite, vous essayez d'établir une relation entre ces paramètres. Ensuite, vous créez une équation mathématique qui reflète ce problème et vous passez à l'étape de programmation, conceptualisation du problème. Et ça, c'est un modèle, modèle conceptuel classique, mais classique, mais ce modèle-là peut vous expliquer pourquoi vous mettez du poids sur tel ou tel paramètre. Vous comprenez que ça, c'est la connaissance vraiment de l'être humain. Maintenant, ces modèles-là sont limités. D'accord? Ils peuvent être excellents, donner de bons résultats, mais elles sont limitées. Par exemple, côté accuracy, le machine learning les dépasse, ça ce n'est même pas une question. Mais aujourd'hui, le problème que les scientifiques se posent, le machine learning fait de bons résultats,
Mais, en fait, pour un spécialiste, il va se dire, lui, il apprend beaucoup mieux de quand un modèle il échoue que de quand ça marche, en fait. Okay. Voilà. Pourquoi, en fait, ce qui est pertinent, c'est, OK, ça échoue, mais pourquoi ça échoue? Ils essaient de résoudre ces problèmes-là continuellement. Mais aujourd'hui, l'IA est là, c'est incontournable, il donne de bons résultats. Maintenant, ce que les gens essaient de faire, c'est le couplage. C'est-à-dire des modèles embarqués, hybrides, qui ne sont pas totalement conceptuels, qui ne sont pas totalement du machine learning, mais combinés en fait. Ajouter l'IA dans le modèle conceptuel pour avoir de meilleurs résultats et puis pouvoir aussi faire de l'interprétation. Parce que l'IA aujourd'hui, le problème, c'est l'interprétabilité. Ça a l'air très compliqué tout ça. Et du coup, comme on parle de compliqué, j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quoi le plus difficile dans l'IA, bon, je vais l'appeler l'IA industrielle, parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est de l'IA appliquée au grand public, donc les IA génératives, par exemple. Maintenant, dans le domaine de l'industrie, chez Merck, c'est quoi le plus compliqué? C'est la technique, c'est la donnée, c'est quoi? Je pense bien que c'est les données rares, parce qu'il est très rare dans la nature d'avoir des données de qualité, en fait, des données clean, beaux, comme... voilà, c'est dans le rêve quoi, que les données sont prêtes et complètes. Donc, il y a toujours, en fait, ce travail-là de processing de données. Donc, déjà, la collecte de données, la mobilisation, la transformation des données. Donc, cela pose un problème principal. Aussi, si les données ne sont pas dans une même plateforme, mais dans des plateformes diverses où tu as besoin de faire la combinaison de données pour pouvoir avoir ton dataset dont tu as besoin pour faire le travail. Donc, je dirais que c'est la disponibilité de données de qualité. Je pense que c'est le problème que One9 veut régler. Du coup, c'est quoi One9? Comment est venue l'idée et qu'est-ce qu'il fait? Alors, One9, c'est une compagnie, une start-up en fait, qui fournit des données à l'IA. Donc, aujourd'hui, il y a 3 manières de travailler avec l'intelligence artificielle. Soit vous créez un modèle, un LLM, c'est-à-dire, c'est comme ce que fait OpenAI avec ChatGPT, Claude avec Anthropic avec Claude, DeepMind avec Gemini, etc., NXAI. Donc, c'est ça en fait, XAI. Donc, soit vous créez ces LLM-là, et qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup de GPU, beaucoup de moyens pour le faire, beaucoup de budget. Soit vous créez des agents, c'est-à-dire vous utilisez les LLM, leur API, et vous créez soit un data agent ou bien un agent tech, un agent finance, un agent qui fait du vibe coding, etc. Spécifique, quoi. Voilà, spécifique. Vous faites faire au LLM une tâche spécifique ou bien donc, en utilisant des modèles de contexte protocole. Alors, ça, c'est les agents. Ou bien, c'est de fournir, en fait, quelque chose aux entreprises qui font les LLM. C'est comme par exemple NVIDIA avec les GPU. Donc NVIDIA fournit les GPU et depuis qu'il le fait, ils sont devenus... voilà. Donc c'est de la même manière en fait. Même si vous fournissez, vous vendez l'eau en fait à l'IA ou vous fournissez aux gens qui font l'IA, vous devenez automatiquement riche parce que l'IA, elle sera là pour le reste de la vie de l'humanité. Je ne sais pas sur quelle forme AGI, mais l'IA, elle sera là dans nos vies. Ça, on n'en discute pas, c'est inéluctable. Donc aujourd'hui, l'IA a besoin de ressources, l'IA a besoin de GPU, l'IA a besoin d'électricité, d'eau. Mais surtout, le moteur de l'IA, c'est les données. En fait, pour que l'IA soit intelligente, pour que l'IA puisse atteindre l'AGI, on a besoin de données de qualité et en quantité. Donc, alors, c'est ce que fait One9. Mais dans un sens, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as eu l'habitude d'utiliser ChatGPT en anglais et en français. Est-ce que tu as remarqué en fait la différence et la pertinence? C'est-à-dire, tu poses exactement la même question à ChatGPT en anglais et tu reposes la même question en français, mais la réponse est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus détaillée, elle est beaucoup plus jolie et elle est beaucoup plus smart en anglais qu'en français. Et la raison, elle est simple. Aujourd'hui, près de 90% en fait, des données qui entraînent l'IA, c'est en anglais. Les 10%, c'est partagé par ces langues dont on dit être les high resource languages, comme le français, l'espagnol, le chinois, ou bien le russe, le portugais, etc.
Maintenant, c'est la raison pour laquelle l'IA aujourd'hui comprend 100 sur 7000 langues qui existent dans le monde, ce qui laisse plus de 4 milliards de personnes exclues de la révolution technologique ou de l'IA. Par exemple, mon grand-père, il ne sait pas lire ni écrire, mais il peut parler, il comprend le poulard. Hein? Lui, c'est un fermier. Mais il aurait bien pu prendre une image en fait, de ces plantes et demander à l'IA en poulard, mais pourquoi mes plantes, elles meurent? Ou bien, comment je peux doubler mes revenus? Il n'a pas besoin d'aller à l'école ou d'apprendre pour utiliser l'IA. Aujourd'hui, tout le monde peut envoyer des notes vocales sur WhatsApp. Hein? Avant, si vous vouliez envoyer une lettre à votre enfant, vous demandez à quelqu'un de venir, vous écrivez, vous dites ce que vous voulez, ils écrivent, ils envoient par la poste, ça arrive, le mandat, etc. Aujourd'hui, les gens font des messages vocaux. Et ce dom tout le monde peut faire des notes vocales. C'est la même chose, hein, une dame qui a son rapport médical, qui ne sait pas lire ni écrire, est obligée de révéler son secret médical en demandant à un proche de lire et d'expliquer le contenu. Hein? Même chose, hein, moi j'ai passé 5 à 6 ans à apprendre le français pour pouvoir comprendre les maths, la physique, la chimie. Alors que le gosse en Chine, lui, à cet âge, il faisait déjà des calculs différentiels ou bien monter des ordinateurs ou créer des drones. Ça dépasse en fait de loin. Beaucoup plus loin. Donc c'est le problème là qu'on essaie de résoudre. Aujourd'hui, les compagnies d'IA passent entre 70 à 80% de leur temps à collecter et à labelliser des données. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas de temps. Ils font tous une course vers l'AGI. Ils veulent tous être là le premier. Donc c'est comme ce qu'a fait OpenAI avec ChatGPT. Donc ils veulent tous être là-bas le premier pour être le leader. Donc, ils ont besoin de rapidité. Ils ont besoin de données et de rapidité. Aujourd'hui, leur workaround, c'est-à-dire le web, il est exhaust. Ils ont utilisé toutes les données qui existent. Donc, les modèles ne peuvent plus vraiment apprendre parce que toutes les données ont été utilisées. Donc, leur workaround, c'est quoi? C'est de synthétiser des données pour faire apprendre à l'IA. Donc, générer des données de l'IA pour faire apprendre à l'IA, ça, ce n'est pas très pertinent. Ça ne lit qu'à des biais et des modèles qui hallucinent. Donc, ils ont besoin de données de qualité et de données humaines, en fait, naturelles. Donc, c'est le problème que One9 essaie de résoudre. Donc, One9, c'est comme une chaîne logistique de données. Donc, vous pouvez comparer One9 à une entreprise de mine, de logistique, ou bien qui fait de raffinerie de pétrole, par exemple, ou bien d'exploration de gold, de l'or. Nous, on mine, ensuite, on l'amène dans l'industrie, notre One9 Factory, où on transforme les données, on les nettoie, on processe, etc. On labellise les données, annotation et tout, on tokenise, on fait tout le processus, en fait. Et on délivre. C'est-à-dire, on le distribue à nos clients. En général, nos clients, c'est les AI Tier Labs. Hein. Nous, on target, par exemple, OpenAI, Google, Meta et les autres. Hein. Vous savez Meta a racheté Scale AI pour 29 milliards, je ne sais pas. Donc, il y a du business à faire. Scale, ils étaient beaucoup plus dans l'annotation d'images et ils étaient focus sur le high resource. Mais nous, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on a une mission. On a une mission, et la mission, c'est qu'on ne peut pas être en retard avec l'IA. C'est-à-dire, on a raté la révolution industrielle, on a raté l'Internet, la révolution technologique, on a raté la course à l'espace, on a raté beaucoup de choses, l'Afrique surtout. Donc aujourd'hui, on veut vraiment qu'on se rattrape. Donc, vous voyez par exemple, les Chinois, ils ont fait TikTok. Les Chinois, eux, ils copient. C'est-à-dire, les États-Unis, ils inventent, ils font des trucs. Il y a la recherche, l'industrie de recherche. C'est vrai que c'est des cerveaux cupides qui vont aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment les Américains qui réalisent les grandes choses. Mais les gens vont aux États-Unis parce qu'il y a les opportunités. Si vous voyez les plus grands fondateurs, Elon Musk, il est né en Afrique. Steve Jobs, en réalité, il a des origines syriennes, je ne sais pas. Entre autres, on citera d'autres exemples là. C'est des gens qui viennent d'autres horizons, qui viennent faire leur American Dream, étudier dans des plus grandes universités où il y a la recherche, l'innovation, où voilà, on découvre ce qui se passe. Donc la recherche et l'innovation, c'est vraiment les États-Unis. Les Chinois, eux, ils copient.
Donc, tout ce qui existe, et j'adore ce qu'ils font, les Chinois. Ils copient et ils copient très bien. Et la France ou l'Europe, bah, on dit qu'ils sont dans la régulation. Et c'est bien, hein? Nous, on est preneurs, hein? Parce que l'IA qu'on régule aussi, c'est vraiment pas mal. Il faut des pare-feux parce qu'on ne peut pas. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être un frein au développement, mais aussi, si on ne régule pas, on va vers une catastrophe. J'en parlais ce matin avec quelqu'un qui me disait, ouais, est-ce que l'IA, un jour, va être autonome et pourrait être une menace à l'humanité? Je me dis, peut-être que si comment ils s'appellent là, les opus là, de Elon Musk, je ne sais plus comment ils s'appellent là, les machines là. Les robots d'Elon Musk, Optimus. Bah, imaginez en fait si Optimus, menu d'IA, peut marcher dans la rue, dans les rues de Dakar, et puis analyser et regarder ce que les gens font en temps réel. Voir des gens qui se bagarrent, par exemple. Et puis en temps réel, s'il pouvait s'entraîner. En temps réel. C'est-à-dire, il voit, il comprend, il s'entraîne. Il apprend. Il apprend. Il dit, donc la violence, si quelqu'un tape l'autre, l'autre doit taper, donc ils peuvent se bagarrer. C'est ça, les êtres humains. Donc lui aussi, il apprend. Donc, si il devient autonome d'une manière incontrôlée, qu'on ne puisse plus débrancher l'IA, qu'on donne un ordre à l'IA, débranche-toi, et il refuse. Donc, ça, c'est un problème. C'est vraiment, ça peut être, dans ce cas, une menace pour l'humanité. Donc, pour en revenir à One9, donc nous, on a une mission. Donc, la mission, c'est de rendre l'IA beaucoup plus inclusive et démocratique. Moi, ce que je veux, c'est que même qu'ils puissent utiliser l'IA pour leurs propres besoins. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aller à l'école aujourd'hui pour utiliser l'intelligence artificielle. Tout le monde peut utiliser l'IA. Malheureusement, aujourd'hui, au Sénégal, la plupart du temps, l'usage de l'IA, les gens ne comprennent pas vraiment le potentiel de l'IA. C'est vrai. Ils ne font qu'en générer des images, TikTok, des trucs drôles. C'est vrai, générer des images, c'est bien, parce que c'est un bon business use case. Hein. Si vous générez, par exemple, si vous êtes un artiste, vous dites, je veux avoir des idées de création. C'est-à-dire, l'IA ne va pas créer pour vous, mais va donner des idées. L'IA est beaucoup plus rapide que nous. Nous, ce qu'on fait en 1 seconde, l'IA le fait, en millisecondes. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Hein. En 1 minute, l'IA le fait en seconde. Donc, l'IA génère pour nous donne beaucoup plus d'idées. Mais c'est nous, en fait, les vrais génies. C'est nous qui instruisons à l'IA. J'ai envie de peindre du style de, je sais pas, Pablo Picasso ou quelqu'un, Da Vinci. Vous dites ça à l'IA, et puis l'IA essaie, s'imite et vous propose des choses. Et vous allez faire la vraie peinture. Donc, c'est ça vraiment l'idée. L'IA peut être appliquée partout, dans tous les business aujourd'hui. Cela peut faciliter énormément de choses. J'en parlais d'ailleurs sur X, sur Twitter, que par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai vécu une expérience incroyable dans les rues de Dakar, ici, avec le transport. C'est incroyable. Tout le monde conduit comme il veut. Donc, aujourd'hui, si on peut, avec l'IA, munir les routes de caméra, en fait, qui vont automatiquement détecter les infractions et les sanctionner. Quand vous dites sanction automatique, tu fais une infraction minimale, on te dague 50 000, c'est bon, c'est court. Il n'y a pas de discuter. On fait une application qui s'appelle comme ça, on l'appelle Amuliaka. Genre, tu fais l'infraction, on nous dague, c'est fini. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas le temps, moi, de le faire, mais si les gens peuvent... c'est une idée pour tout le monde. Si les gens peuvent faire ça, ce serait super. Ok, super. Absolument. Intéressant. Du coup, si je retiens, c'est donc un peu la mission de One9, c'est rendre l'IA inclusive. Inclusive. Donc, en intégrant peut-être les langues africaines. Exactement. Mais non, moi, j'ai remarqué un problème, c'est que en Afrique, le plus gros problème, c'est la qualité de ces données-là. Donc, est-ce qu'il y a assez de données Wolof pour l'art, etc. Donc, comment vous procédez pour collecter les données et de les valider surtout? Absolument. Donc, nous, voilà, c'est vrai qu'un problème, les données de qualité, c'est déjà un problème en Afrique. Mais surtout... avoir des données, c'est aussi un problème. Donc, des données même... Parce que quand on parle à l'échelle de l'IA, on a besoin de quantités énormes de données. Donc, à l'échelle de l'IA, les données, elles existent. Hein. Les données, elles sont partout aussi. Aujourd'hui, par exemple, ce podcast, c'est des données. On fait une conversation en français, c'est vrai. Mais si on le faisait en Wolof,
on aurait renforcé aussi la disponibilité de parce que ce podcast, on peut le réutiliser pour réentraîner des modèles en langue africaine. Donc, je dis par exemple comment dire, nous, on crée les nouvelles données d'abord. Ça aussi, c'est ce qu'on fait. Donc, on collecte, mais on crée les nouvelles données. C'est-à-dire, on a une pipeline où les contributeurs rejoignent notre plateforme. Donc, un réseau de contributeurs, network mondial. Donc, ils rejoignent la plateforme pour nous aider à créer des données. Donc, on a des missions, en fait, qu'on met sur place. Par exemple, mission de création de données, voice to text. On dit, par exemple, on donne un thème. Aujourd'hui, c'est l'agriculture pour la mission. Donc, conversation entre deux personnes du thème agriculture ou bien customer client, etc. On peut aider plusieurs organisations. Par exemple, aujourd'hui, les compagnies de téléphonie, Orange ici, je sais pas, il y a Tigo, je sais pas. Il y a les autres, quoi. Tout le monde, on peut les aider, par exemple, avec les données dont ils disposent. Et pour les labelliser et en faire des données, en fait, prêts à être utilisées pour l'entraînement de l'IA. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Geopol. Donc, Geopol, c'est une compagnie de mobile survey. Donc, ils ont des données enquête, quoi. Plus de 500 000 heures. Et nous, on labellise, en fait, ces données-là pour Geopol, en fait. Ils se rapprochent vers nous pour qu'on leur fasse le travail. Donc, principalement, notre business model, c'est ça. On produit, on collecte les données, c'est-à-dire soit on les crée ou bien on les mine, mais de sorte qu'en fait on est tout ce qui est légal, GDPR, etc. Donc ça on s'en assure. On s'assure du consentement, on s'assure également de la traçabilité des données. Donc ça c'est très important. Jusqu'à ce que la vérification humaine par des experts linguistes. Jusqu'à ce qu'on finisse de boucler en fait tout le processus. Donc on a un système multi-validation en fait. Donc d'abord on a sur le modèle de production ready dataset qu'on vend. Donc ce qu'on fait, on a des contributeurs sur la pipeline qui nous permettent de créer de nouvelles données. Déjà, eux, par exemple, les voix qu'ils enregistrent, la contribution texte qu'ils font, soit ces données parallèles, comme par exemple du français au wolof. Donc, la traduction qu'on peut faire, ou bien transcription, par exemple, les contenus comme les médias qu'on a. Il y a plusieurs séries aujourd'hui au Sénégal, des séries en wolof et autres. Tout ça peut être réutilisé, en fait, qu'on peut transcrire, traduire dans d'autres langues et les réutiliser pour l'entraînement. Donc, tout ça, c'est des données qui sont disponibles, qu'on peut sourcer et qu'on peut utiliser pour, exploiter à des fins de l'entraînement de l'IA. Intéressant. Et tu as parlé tout de suite de business model. Donc, comment vous arrivez à vendre? Comment vous arrivez à en faire un business réellement? Absolument. Donc, le besoin, il est là. D'accord? Le besoin, il est là. Les compagnies d'IA ont décidément besoin de données de qualité et ils ont besoin de rapidité. Donc, ils ne veulent pas passer plus de 60 à 80% de leur temps à collecter et à labelliser des données. Donc, non, ils veulent des données maintenant, là. Donc, nous, on est là. On leur fournit ces données-là dont ils ont besoin et ils nous payent, en fait. Donc, c'est une souscription, on a plusieurs types de modèles. Ça peut être project-based, c'est-à-dire ils viennent avec un projet bien défini. Ils nous disent, ouais, on veut 500 000 heures ou bien 50 000 heures, etc., de telle ou telle langue avec les specs. Donc, ils définissent les specs et nous, en fonction de ça, on fournit. Sinon, si la compagnie se rapproche de nous et on a déjà, avec les données déjà qu'on a, ils nous disent, on va acheter vos données que vous avez, on vend ça en direct. Mais on fait aussi du custom labeling. C'est-à-dire des compagnies qui ont déjà leurs données et qui veulent qu'on exploite leurs données. Ce n'est pas forcément des compagnies d'IA. Donc, ça peut être n'importe quel type de compagnie. C'est le type de business qu'on a avec Geopol aujourd'hui. Eux, ils ne font pas de modèle. Ils ont juste des données qu'ils veulent exploiter, en fait. Ils veulent vendre ces données-là à Beta et Google. Mais le client final avait dit que les données n'étaient pas au niveau de leur expectation. Donc, ils se sont repliés sur nous pour qu'on les labellise et qu'on leur délivre ça. Donc,
Donc, le corps de One9, je dois le dire, hein, vraiment, on n'entraîne pas de modèle. Nous, ce n'est pas notre spécialité. C'est le rôle de OpenAI et les autres. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de fournir des données à l'IA, aux compagnies en fait, qui font l'intelligence artificielle. Ce n'est pas aussi forcément les big tiers, quoi. Ouais, on travaille aussi avec des compagnies africaines, locales, hein, qui font aussi des modèles, hein, des modèles spécifiques à leur business case, par exemple des TTS, etc. Donc, on est en collaboration avec certaines entreprises locales pour leur fournir en fait, ces données qui vont servir à l'entraînement de leur modèle. OK, cool. Et est-ce que vous arrivez aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu as parlé de scale, je pense. Donc, est-ce que le One9 peut rivaliser avec des boîtes de ce type? Parce il y a du business à faire dans ce domaine de la vente de données, mais on en voit plusieurs actuellement. Tu as cité Scale tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que vous ajoutez de plus qu'une boîte comme Scale? C'est quoi la différenciation, la proposition de valeur? Bon, tout d'abord, en fait, nous, on est mission-driven. Donc, nous comprenons ce problème mieux que n'importe qui. Nous sommes des Africains. Nous sommes, comment dire, dans le lot de ce monde où on est ces minorités qui ne naissent pas forcément avec un avenir où ils peuvent étudier à Harvard et devenir, je ne sais pas, Elon Musk. Donc, on a toujours ces problèmes-là de visa quand on voyage. C'est nous. Hein? Donc, on comprend le problème de l'exclusion. On le comprend très bien. Et on a une mission. On veut rendre l'IA inclusive. Donc, Scale et les autres, ils peuvent fournir les données, mais ils ne fourniront jamais assez de données à l'IA. L'IA veut apprendre et continuer à apprendre. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'ils sont focus dans les langues les mieux ressourcées. L'anglais. Donc, nous, on est là-bas. Nous, on ne fait pas, par exemple, l'anglais ou le... vous faites que les langues africaines? Nous faisons des langues peu ressourcées. Aujourd'hui, on fait les langues africaines, mais en général, les langues peu ressourcées. Donc, vous savez, l'idée aussi de One9, c'est venu aussi de collab qu'on essaie de faire. Parce qu'avant, on était dans le consulting, c'est-à-dire on aidait des boîtes en Suède avec des modèles. Par exemple, on leur fournissait des modèles de TTS ou bien de ASR. Donc, il y avait une boîte, ils évoluaient dans le healthcare. Donc, ils voulaient un modèle en langue suédoise pour ne pas utiliser en fait les modèles américains, quoi, parce qu'en Europe, ils ont leur régulation, ils doivent utiliser leur propre cloud, leur propre IA dans certains domaines, le GDPR, etc. Donc, il leur fallait avoir leur propre modèle et ces modèles-là qui vont faire, par exemple, la transcription entre patient et docteur. Donc, le patient, il est là, le docteur, il est là, ils vont faire une conversation. Après, l'enregistrement-là, on modèle le transcrit automatiquement et puis on utilise ce texte pour générer un rapport automatisé, vraiment. Donc, c'était ça l'objectif, quoi. Alors, je me suis rendu compte que même ces langues-là, en fait, sont peu ressourcées par rapport à l'IA. Donc, ils peuvent avoir du contenu, c'est-à-dire, il y a deux types, en fait. On peut avoir langues qui sont très représentées dans la vie, dans le monde, mais qui ne sont pas vraiment dans l'IA. Donc, qui sont toujours peu ressourcées. Donc, je me suis rendu compte de toutes ces failles-là, que ce n'est pas seulement les langues africaines, mais beaucoup de langues, même européennes, sont peu ressourcées, et des langues en Asie, etc. Mais nous, on veut régler d'abord le problème africain. D'accord? Les langues majeures, surtout commencer par les langues majeures que les gens en Afrique parlent, on veut faire en sorte que l'IA puisse profiter à tout le monde. Donc, que le petit qui va à l'école puisse apprendre l'IA par sa langue, puisse apprendre les maths par sa langue à travers l'IA. Que ce soit beaucoup plus facile. Ce combat-là dont on parlait, panafricanisme, Cheikh Anta Diop, apprendre par nos langues, professeur Sahritia, aujourd'hui, en fait, c'est l'ère où on ne peut plus rater ça. Avant, on avait quelques alibis de comment on va faire le système, il faut écrire des livres, etc. Mais si on arrive à ce que l'IA parle directement le Wolof, les maths parlent le Wolof, mais toutes les langues sont des langues scientifiques. Toutes les langues sont des langues scientifiques. Les langues qui sont parlées, en plus, derrière une langue, se cachent vraiment plusieurs choses. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, ce n'est pas juste des intonations, mais derrière une langue se cache la culture,
se cache l'histoire, Une histoire. se cache les maths, se cache vraiment une connaissance. Il y a certaines choses que tu ne peux dire que dans une langue. Ouais, c'est vrai. Donc, pour atteindre l'AGI, Artificial General Intelligence, il faut vraiment inclure, il faut que l'IA soit inclusive. Il y a tellement de connaissances, tellement de données qui pourraient être à disposition de l'IA que l'IA n'intègre pas jusque-là, juste parce qu'elle est limitée par ces langues qu'elle est ressourcée. En plus aussi, on veut une IA qui nous représente. Ouais, Vraiment, parce que l'IA, c'est pas vraiment, ça doit pas être le monde, c'est pas l'Ouest quoi. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe. Le monde, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi l'Asie. C'est le monde, il est global. Et donc, il faut une inclusion, il faut une compréhension de toutes les histoires et il faut une IA très précise. Okay. Intéressant. Bah, on vous souhaite plein de succès encore une fois. Merci. Et je pense que même vous avez eu un win récemment avec One9. C'est ça. Lors du Big Angels Day. Si exactement, c'est ça. Vous avez pitché devant un panel d'investisseurs. Absolument. Du coup, vous avez eu un peu de traction. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Absolument. Et qu'est-ce que tu as eu comme opportunité? Mais c'était une opportunité énorme. Moi, j'étais en Suède, donc on nous a sélectionnés 25 sur 100 startups qui avaient appliqué d'Afrique pour venir pitcher au Dakar Network, au Big Angel Days, organisé par le Dakar Network Angels et leurs partenaires comme le Partech et les autres, quoi. Donc, il y avait InTouch et les autres. Donc, ils avaient beaucoup de partenaires. Donc, c'était un événement grandiose, hein, donc, où il y avait des investisseurs de partout, hein, des gens comme Tidjan Dem, c'est des personnes, voilà, tu as l'occasion de les voir. L'autre là, Victor Azemoto, il y avait énormément de gens qui sont venus de partout pour atteindre l'événement. Et nous, jeunes start-upers, pour qui, en fait, ces gens sont des modèles, en fait. On s'inspire d'eux, ils ont fait de grandes choses. C'était une énorme opportunité. Moi, j'avais les yeux grands ouverts comme ça. Je me dis, est-ce que je suis en train de rencontrer ces gars-là? Et j'en ai profité énormément. Même offline, j'ai pitché à tous ces gens, je leur ai expliqué. Et curieusement, en fait, tu sais, j'avais eu d'autres idées de start-up avant. J'avais fait d'autres choses avant. Mais je n'ai jamais reçu autant d'attention sur ça, celui-là. Donc, ça veut dire que tu as touché au bon truc. On a pitché et finalement, on a été les vainqueurs en fait, de la catégorie IA. Donc, il y avait 5 catégories, healthcare, fintech, etc. Mais catégorie IA, donc le Sénégal. Et je représentais d'ailleurs le Sénégal. Donc, c'est une victoire pour le Sénégal. Donc, One9 a été le vainqueur. Et ça, je salue l'initiative et je remercie Dakar Network Angels, particulièrement Mariem, Moustapha et tout le monde en fait qui ont organisé l'événement, Adam Habib et tout le monde. Franchement, je ne peux pas citer tout le monde. Voilà, c'est une opportunité grandiose. Moi, j'ai fait en 2 jours en fait ce que j'aurais pu faire en 6 mois ou 1 an en fait, parce que avoir tous ces investisseurs là devant en une journée. C'était énorme. Alors, cela nous donne aujourd'hui des opportunités d'investissement de plus d'1 million. Donc, il y a des gens aujourd'hui, je sais pas, je touche du bois, je dois dire, mais alhamdoulilah, machallah, quoi, des gens vraiment qui ont pris de l'attention et qui me recontactent. Vous savez, quand une personne il est intéressée par votre truc, vous le savez. Vous le savez, en fait, vous le savez. Donc, rarement des gens me tapent à 4h, 5h du matin pour me dire où est le pitch deck? Tu me l'envoies, tu avais promis de l'envoyer, envoie-le-moi. Ou bien des gens qui te fassent, eux, le follow-up. C'est-à-dire, c'est toi qui devais faire le follow-up, tu leur dis, monsieur, bonjour, on s'est rencontrés tel ou tel. Mais c'est eux qui viennent, ils te cherchent sur le LinkedIn, ils se connectent avec toi, ils te demandent, book mon calendrier. Et ça, c'est vraiment un honneur. Et ça, c'est un plaisir énorme. Donc, j'ai pitché à tous ces gens-là, à Tidjan Dem, de Partech, comment dire, Saori Ventures aussi. On a pitché à Victor Azemoto. Et ça, c'est une grosse opportunité. On a un bon follow-up là-bas. Et il y a énormément d'autres ventures, digital, etc. Il y en a énormément, en fait, avec qui il y a beaucoup d'opportunités d'investissement derrière. On souhaite beaucoup de développement dans ce sens-là. Merci. Et donc, comme j'ai dit, c'est un premier win. Mais c'est quoi le rêve aujourd'hui de One9? C'est quoi votre
Ce que vous voulez atteindre. YC. Oh, YC. Ouais. Moi, en fait, pour moi, en fait, YC, c'est la meilleure façon pour nous d'avoir ces big players. Là, aujourd'hui, on a des clients, d'accord? On a des clients, on pitch tout le temps, donc... et surtout, c'est les IA, c'est les compagnies qui font l'IA, quoi, l'IA africaine, etc. Mais les big players, vraiment, les tier labs, si on les veut vraiment, il faut du networking. Vous savez, moi, j'ai compris une chose, en fait, dans la vie. C'est-à-dire, si vous êtes excellent, si vous êtes bon, hein, vous êtes très bon, vous faites de grandes choses, d'excellentes, mais vous restez dans votre coin. Les gens s'en foutent. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Ils ne savent même pas que vous existez. Mais le networking, c'est la meilleure façon, en fait, de rendre visible ce que vous faites, de vous faire connaître, que les gens vous connectent à d'autres. C'est très important. Donc, rien que les opportunités de pitch, même si vous pitchez à quelqu'un qui n'investit pas forcément sur votre niche, mais la personne vous dit « Ah, je connais quelqu'un d'autre qui fait mon cousin ou tel. » Et puis, il vous branche avec l'autre. Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait. Faire découvrir vos trucs, pitcher, n'hésitez pas, pitcher aux gens, dites ce que vous voulez. Et puis c'est comme ça que ça marche. Donc, si ne serait-ce qu'être labellisé YC Company, man, c'est big, c'est dope, parce que des gens de YC, aujourd'hui, ont fait de grandes choses. Sam Altman, c'était de YC, Michael Seibel et les autres, Daniel. Donc, même des startups africaines, je pense Diamo, ils viennent de Diamo aussi. Donc, on fait un coucou à Hassana. S'il peut vraiment nous écrire une note pour YC, nous, on est preneurs. C'est super alors. Là, on va parler un peu de vision. Donc, en discutant, en faisant des recherches, j'ai compris que tu avais une ambition pour le Sénégal. Oui. Donc, il y a un truc que tu appelles le Sénégal Valley. Absolument. Je pense que c'est un peu pour taquiner ou bien pour faire référence au Silicon Valley aux États-Unis. Du coup, c'est une ambition forte. Maintenant, c'est quoi les actions, selon toi, à mener pour arriver à ce Sénégal Valley-là? Écoutez, il faut une explosion de start-up au Sénégal. C'est-à-dire, tant qu'il y a un problème, c'est synonyme de start-up. Problème synonyme de start-up. On doit résoudre ce problème-là. Nous avons plusieurs problèmes au Sénégal. Je sais pas, les inondations, c'est un problème. Le transport, c'est un problème. L'approvisionnement, aujourd'hui, c'est un problème. Même le transport, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus truc. J'ai vu des trucs comme, je sais pas, des compagnies, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms, mais par exemple, Yango, par exemple, ils sont pas mal. Hein, donc, c'est une révolution. Hein, je salue d'ailleurs, c'est très pertinent. Voilà, donc, moi, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que le Sénégal soit le hub technologique de l'Afrique, comme ce qui se fait à Stockholm. Aujourd'hui, Stockholm, ils sont devenus le hub technologique de l'Europe. Hein. C'est la Silicon Valley de l'Europe, c'est Stockholm, où il y a une explosion de start-up. Tu vois des gens comme Lovable, Spotify et les autres. Tout ça, c'est des compagnies qui sont nées en Suède, à Stockholm. Donc, moi, je veux la même chose, en fait, pour l'Afrique. Et je veux en faire en sorte que le Sénégal soit le hub. C'est-à-dire, si nous nous renforçons en infrastructure, si nous nous renforçons et faisons en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes du lycée, moi j'ai une idée, je me dis que si on intégrait un programme dès le lycée, programme start-up obligatoire, c'est-à-dire les élèves, ils doivent apprendre comment pitcher, comment faire un pitch deck. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai compris après j'ai un doctorat. Wow. C'est plus tard que j'ai compris certaines choses. Alors que, par exemple, j'aurais aimé les comprendre avant. Si un jeune lycéen, tu lui dis comment rencontrer un investisseur, comment faire ton pitch deck, comment avoir une idée, comment faire une start-up, problème, solution, je ne sais pas, produit, marché, etc., comment pitcher, comment lever des fonds. Toutes ces choses-là, qu'on en fasse un programme depuis le lycée. Vous savez que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Ce n'est pas très pertinent. Aujourd'hui, l'université, ce n'est pas très pertinent pour moi. En fait, on peut aller à l'université, quelqu'un qui peut étendre ses connaissances, mais avoir des diplômes universitaires ne veut pas dire forcément que vous avez réussi dans la vie. Hein? Donc, le diplôme, c'est peut-être le premier challenge dans la vraie vie. Donc, si les jeunes-là, vous leur donnez des possibilités depuis le lycée, vous leur apprenez la technologie, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être
programmeur pour développer une application. Il y a le vibe coding et c'est une réalité, elle est là. Qu'on enseigne aux lycéens comment on utilise l'IA pour créer une plateforme. Vous n'avez pas vraiment de besoin d'apprendre à coder pour ça. Non. Bon, apprendre à coder pour enrichir vos connaissances. Ça, vous pouvez le faire avec Haskell, Brooks et les autres. Ils peuvent vous enseigner comment le faire. Mais aujourd'hui... C'est bien quand même d'avoir des bases. Avoir des bases, c'est très important. Ça, je le dis. Avoir des bases, c'est très important d'avoir des bases et des notions. Et de toute façon, hein, si vous avez des bases, votre façon de réfléchir quand vous promptez, c'est différent de quelqu'un qui n'a pas. Mais de toute façon, en fait, je me dis, si on réussit à faire en sorte que ces gosses, depuis le lycée, ils savent utiliser l'IA pour le bon. Pas pour générer des images, TikTok ou des vidéos qui sont drôles. Non, mais pour développer une plateforme qui résout un problème. Vous allez dans les lycées. Le programme là, il est terminé. Et vous dites à chaque lycée, chaque classe, faites des groupes de 5. Supposons qu'une classe de 30, vous divisez en 5. Donc 30 divisé par 5, vous avez 6 groupes, quoi. 6 groupes de 5. Chaque groupe, vous lui dites, vous allez résoudre un problème unique du Sénégal. Donc, ce groupe-là, ils vont se casser la tête. Ils vont venir avec un problème. Ils vont venir avec une solution. Ils vont venir avec un produit, avec le vibe coding. Ils vont se constituer. Ouais. Quelqu'un va être le CEO, l'autre le CTO, l'autre, je ne sais pas, CMO, etc. Ouais. Ils se constituent, ils font leur start-up. Ces gens-là, quand ils vont quitter le lycée, peut-être qu'ils ne voudront même pas aller à l'université parce qu'ils auront déjà créé une entreprise qui marche. Ils auront déjà créé leur boîte. Ils n'ont pas besoin d'aller se faire recruter parce que c'est eux qui vont recruter à la fin. Donc, l'idée vraiment, c'est de booster l'écosystème et de faire en sorte qu'on puisse nous outsourcer. Vous savez, aujourd'hui, l'Inde, c'est comme ça, hein, les plus grosses boîtes, les GAFAM, ils s'installent en Inde. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expertise là-bas, hein. Ils ont le know-how et ils ont des infrastructures. C'est la même chose avec la Chine, par exemple. Avec Apple, ils ont la Chine. Ouais, et la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Exactement, la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Donc, si on fait en sorte que on a des infrastructures qui peuvent accueillir en fait les GAFAM et les autres boîtes. Donc, le Diamniadio, par exemple, pourrait représenter vraiment le Sénégal Valley, où toutes les entreprises tech du Sénégal vont se regrouper et on va en faire un hub technologique énorme. Super. Pour l'Afrique. On y croit, on espère que ça vienne bientôt. Oui, absolument. Et c'est dans quel... parce que là, je pense qu'il y a pas mal d'obstacles. Déjà, c'est quoi le principal obstacle pour arriver à ça? Et dans combien de temps tu penses qu'on pourrait le faire? Bon, écoute, je pense que tout dépend, tout vient des décisions politiques. Hein. Vraiment, il y a des choses, c'est vraiment politique, quoi. C'est vraiment une vision. Bon, je crois aussi en ce New Deal technologique là. J'y crois vraiment. Je ne peux que l'accompagner parce que voilà, je suis un patriote. Et je ne dis pas patriote d'un parti politique. Hein, je suis patriote depuis que je suis né. Hein, depuis que voilà, patriote et donc à l'appel du pays, on est là. On doit booster, on doit faire en sorte de faire avancer les choses. Donc, ce New Deal technologique-là, on doit le porter tous et faire en sorte de... Voilà. Si on y croit, on peut y arriver. Voilà, mais il faut de la collaboration. Ouais. Donc, il faut de la collaboration. Il faut la disponibilité aussi des gens. Donc, vraiment, j'en fais un appel à tout le monde, aux ministres et à tout le monde. Donc, j'en appelle à la collaboration, à écouter les gens. Surtout à écouter les gens. Parce qu'on ne peut pas se renfermer dans un 4 murs ou bien inviter 4 experts et puis faire quelque chose, un projet pour tout ton pays. Donc, écouter les gens, c'est très important parce que ce soit des gens qui sont dans le pays, que ce soit des gens qui sont dans la diaspora, c'est très important parce que les expériences sont diverses. Ouais. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs problèmes à résoudre. Donc, écoutez les gens, profitez un tout petit peu de ce qu'ils disent. Parfois, les gens n'ont besoin de rien. Ouais. Ils ont besoin juste de vous faire partager une idée qu'ils pensent peut révolutionner le pays. Donc, moi, je crois vraiment en la jeunesse. Les trucs là. J'ai rencontré des jeunes de Orange Digital la dernière fois au CIPED. Mais c'est des gosses super déterminés. Ils ont l'ambition, ils en veulent, ils sont prêts. Hein? Ils veulent faire des choses. Mais ils ont besoin de coaching et de préparation. Je me vois en eux quand j'avais le même âge. Donc, j'avais
pas forcément le gars idéal qui pouvait m'orienter et tout. L'accompagnement. Donc, si on a réussi à faire ça, je ne parle pas juste de hackathon, quoi. Hackathon c'est temporaire, trop d'hackathon. c'est fini. Ou bien des jeunes vont aller pitcher leur projet quelque part, qui finit y a dans pas un de suivi. tiroir, il n'y a pas de suivi. Je veux vraiment qu'on en fasse une réalité. Une explosion de start-up au Sénégal, c'est ce qui va tout débloquer. Le Sénégal, je pense que si on veut vraiment se développer, on doit faire une révolution technologique. Voilà. C'est la plus facile manière, en fait, pour nous de nous développer, d'aller plus vite, en fait. On résoudrait beaucoup de problèmes. L'emploi, si vous créez des startups, mais Plus vous d'emplois. créez des emplois. Donc, on n'aura plus besoin, en fait, que les gens cherchent du travail partout parce qu'on va chercher des gens pour travailler, dans ce cas. Super. Bah, écoute, je pense que c'est dans le collectif commun. Beaucoup de gens pensent que vraiment le numérique, c'est un des leviers sur lesquels le Sénégal peut s'appuyer pour Exactement. atteindre le développement. Exactement. Du coup, on espère juste avoir le cadre, avoir que Tout à fait. ceux qui dirigent, ils suivent et qu'il y ait de la Exactement. collaboration, comme tu dis. Exactement. Et donc, qu'on pourra y Collaboration fonctionner. aussi, surtout avec les gens de l'écosystème aussi aujourd'hui. Hein? J'ai apprécié pendant mon séjour, j'ai rencontré pas mal de gars, des gars que je voyais que des fois sur Twitter par exemple, mais des gars sympas, des gars superbes. J'ai rencontré Albat par exemple la dernière fois, les gars de Andakia. Il y a les autres, Askel Brooks, je veux le rencontrer, c'est mon gars, c'est lui, mon on veut pote, même et Elias et les autres. Elias, ouais. Donc c'est vraiment, il n'y a que ça. Je pense que nous qui évoluons dans la tech, si on collabore, et qu'on partage vraiment, et qu'on ait cette culture de vraiment, qu'on s'entraide, je pense que ça peut beaucoup aider, ça peut faire avancer les choses en fait. Parce que des fois, tu es débloqué sur quelque chose, et puis en partageant, juste en discutant, on peut avancer, quoi. Ça, on peut faire énormément de choses. Super. On espère y arriver. Il nous manque juste le cadre. Comme tu as dit, on a un bon écosystème, il y a plein d'acteurs. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est peut-être qu'on ne travaille pas ensemble ou bien on veut aller à un certain niveau, on est bloqué par certaines décisions, etc. C'est Absolument. plus fort que nous. Du coup, là, on arrive un peu à la fin. Je ne sais pas si tu as un message à passer ou bien quelque chose que tu tiens à dire à ceux qui nous regardent, aux autorités, tout ce que tu veux. Donc, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est énorme, c'est un plaisir. Je suis chez moi ici à Aztec. Donc, on veut faire du Sénégal la prochaine Silicon Valley de l'Afrique. Et on veut créer beaucoup de Elon Musk. On peut le faire avec ce New Deal technologique-là. Et puis One9, nous sommes une boîte qui labellise des données et les fournit à l'IA. Donc on veut rendre l'IA beaucoup plus inclusive. Donc on distribue des données aux compagnies en fait, qui font l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des compagnies comme par exemple l'Africa Mobile, Bam2 ou bien Andakia, toutes ces boîtes-là en fait, font de grandes choses. Ça, il faut que je le salue, il faut que je le magnifie. Ils ont des modèles performants qui marchent et ça, on aime bien le voir. Donc voilà, moi j'en appelle à la collaboration vraiment et à la disponibilité des gens. Donc j'ai rencontré des gens ici qui étaient super disponibles, ouverts et d'autres personnes qui vont apprendre aussi à collaborer. Mais c'était un plaisir et super. voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous recrutez actuellement chez One9? Vous avez besoin de quoi? Bientôt, on va le faire. Bientôt, nous sommes toujours en levée de fonds, là actuellement, mais on a énormément besoin de staff, surtout du côté des linguistes, des experts linguistes. Donc, on est aussi en collab avec le CLAD de Dakar ici, l'université de Dakar. Donc, on recrute des linguistes, des experts, mais aussi de la tech. Donc, parce que One9, en fait, vous pouvez enregistrer ça. Parce que ce que je veux dire, ça pourrait le sortir d'ici 5 ans. Bien sûr. On va dans 5 ans, exactement 5 ans, être une unicorne. On va valoir $1 milliard. Ça, on n'en disconvient pas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Le volume, quand il n'est pas beaucoup, on peut perdre beaucoup d'argent, mais on va scale. On va scale très rapidement, on va board très rapidement et on arrivera au point où tout va exploser. Super. Et on est là, on est seul sur cette catégorie et on va rester les leaders dans cette catégorie-là.
Super. Et On le souhaite, hein. on recrutera. On va, et surtout, surtout donner du travail aux gens, les contributeurs, les linguistes et la tech, c'est ça. On veut rendre l'IA inclusive. Donc, on vous invite tous à nous aider à rendre l'IA plus inclusive. Bah, on vous soutient dans cette lancée. Merci. Moi, peut-être quand vous recruterez, vous me prendrez peut-être. Bien sûr, Donc, absolument. s'il y a des linguistes qui nous suivent, vous pouvez candidater chez One9 Oui, bientôt. n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas, contactez-moi sur LinkedIn. Je pense que vous Ouais, je le pourrez mettrai en avoir mon description. LinkedIn ou Twitter. Donc, contactez-nous, allez sur la page One9, likez, aimez, followez-nous. Et puis, envoyez-nous des messages. Donc, partagez nos contenus. Et oui, voilà, on vous invite hein, pour la collaboration. Nous sommes très ouverts pour surtout des linguistes qui sont experts dans ces domaines. Ah. On en a vraiment besoin parce qu'on a besoin de qualité de travail. Donc, dans toutes les langues, hein, que ce soit le Wolof, Bambara, Serer, toutes les langues vraiment, mais des linguistes experts. Donc, parce qu'on a deux types d'utilisateurs. Alors, les contributeurs lambda, donc les contributeurs, c'est des gens qui ne sont pas forcément des experts linguistes, qui rejoignent la plateforme pour faire pour rajouter des données. Etc. Mais les experts linguistes aussi, c'est vraiment des gens dont on aurait besoin le soutien ou la collaboration. Super. Bah, merci Doudou d'être venu, c'était super intéressant. C'est moi qui te remercie. On souhaite plein de succès à One9. Merci. Et vous, on vous dit à la prochaine pour un autre épisode. Donc, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est aussi valable pour nous. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Partagez. Et likez. on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Microchips and endless streams, circuits hum and bright screens gleam, bytes and bits and sleepless nights, digging deep in data's rights.